J'ai une question d'Audrey Montagnard-Gontier. En lisant certains articles où vous vous exprimez, vous dites éthique plutôt que morale. Ce dernier terme pouvant faire référence à un retour à l'ordre moral. Le choix des mots est donc important. D'autres termes qui sont aujourd'hui utilisés à mauvais escient ou sont, selon vous, mal interprétés dans le monde de l'entreprise? Est-ce qu'il y a d'autres termes de cet ordre-là? Je dirais qu'alors d'abord, sur ces termes-là, je dirais qu'effectivement, l'éthique est plus large et peut-être encore plus largement, et si des gens ne se sentent pas en situation, on va dire, d'appuyer leurs décisions sur des référentiels de valeur, parce que c'est parfois la difficulté qu'on rencontre, au moins essayer de façon très objective d'aborder l'impact. Parce que l'impact, ça c'est très objectif. Et progressivement faire évoluer la situation d'une étude d'impact qui est très objective et contre laquelle peu de gens pourront s'opposer, parce que finalement c'est très factuel, à l'émergence de référentiels communs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va être extrêmement important dans l'entreprise. Et je pense que c'est beaucoup autour de ces questions-là que peut-être les choses sont mal comprises. Les gens vont avoir l'impression que, d'abord, soit l'éthique, c'est quelque chose qu'on fait à la fin. Il y a une fois qu'on a bâti tout un truc, on dit, bon, est-ce que tout ça, c'est bien éthique? Ben, pour moi, c'est largement trop tard. Et plutôt que d'essayer de regarder un peu quels sont les autres types, les autres termes qui pourraient être mal employés, je pense qu'il y en aurait plein, hein. Moi, ce qui me semble important, plutôt autour de ça, c'est de voir comment comment dire, ce dispositif-là, cette démarche-là, elle peut être, comment dire, fausse ou inefficace si elle n'est pas organisée de la bonne façon. Et nous, un point sur lequel on travaille beaucoup, c'est le point de l'éthique by design. L'éthique by design, effectivement, c'est plus que de l'impact, mais ce n'est pas forcément de la morale au sens où, indépendamment de la dimension de l'ordre moral, mais au sens où tous les collaborateurs seraient d'accord dans leur diversité sur un même jeu de valeurs. Mais c'est au moins essayer de se mettre d'accord sur des référentiels. Et là, on le voit avec les technologies qui vont permettre de redémarrer l'activité. Je disais, c'est des technologies qui sont un peu intrusives dans la vie des gens. Il va falloir que l'ensemble des parties prenantes se mettent d'accord sur un référentiel normatif commun. Il va falloir créer des normes. Il va falloir se dire, oui, ensemble, on décide qu'on ne fera pas ça. Et ce que je dis pour ces technologies-là, c'est valable plus largement dans l'entreprise. Peut-être que dans l'entreprise, on se dit que non, on ne va plus faire tel type de déplacement d'affaires. Peut-être que non, on ne va plus faire tel type de séminaire. Non, on ne va plus accepter tel type de mission. Non, on ne va plus accepter de faire tel ou tel type de choses pour des clients, même si c'est payant, mais tout simplement parce qu'on considère que par rapport aux valeurs qu'on a définies ensemble, ben, ça n'entre pas dans le cadre. Et ce travail-là, il est beaucoup à faire autour des technologies parce que je vois que c'est peut-être le champ dans lequel il a été le moins approché. Et on voit que, par exemple des KPIs, des métriques de l'investissement à impact, de l'investissement soutenable, il y en a de plus en plus. Mais des métriques efficaces dans l'investissement dans ces technologies, pour le moment, il y en a quand même très peu. Donc on voit que c'est probablement l'une des zones dans lesquelles il va falloir le plus travailler, mais les autres aspects du fonctionnement de l'entreprise sont aussi des aspects qui vont peut-être devoir passer à travers ce processus d'une espèce de grande révision. En fait. Vous parliez tout à l'heure de la souveraineté, notamment par rapport aux technologies, la souveraineté européenne. Comment est-ce que vous voyez notamment cette souveraineté par rapport notamment à la 5G et aux enjeux que ça soulève? Alors, c'est une très bonne question. Alors, pour moi, je dirais deux choses de façon préliminaire. La première, c'est que, effectivement, pour moi, la souveraineté ne peut se penser qu'à l'échelon européen, pas à l'échelon national, parce que je pense que ce n'est pas la bonne échelle et qu'on n'a pas cette possibilité-là. Et que même à l'échelon européen, la souveraineté technologique ne veut pas dire autarcie technologique. C'est-à-dire que le genre d'ordinateur, de tablette qu'on a devant nous, il ne faut pas espérer que le hardware, le software, tout sera pensé, designé, fabriqué en Europe. Ça, je ne crois pas. En revanche, je pense qu'il faut qu'on identifie un certain nombre de verrous et de lieux clés sur lesquels on va faire porter notre souveraineté. Et de fait, le traitement de la donnée et notamment l'acheminement à travers la 5G fait partie de ces verrous.
Et je me pose vraiment la question de savoir est-ce qu'on a besoin d'avoir tout de suite une 5G pour laquelle finalement assez peu de devices, d'objets sont utilisés et pour le moment on a assez peu de cas d'usage qui deviennent, enfin qui seraient bloquants. Donc est-ce qu'on a absolument besoin de la déployer tout de suite? Est-ce qu'on ne peut pas prendre le temps de se donner les garanties? Ça ne veut pas dire qu'elle sera seulement made in Europe, mais ça veut dire qu'on va se donner les garanties d'un traitement de l'information qui protège nos intérêts. Et là, je pense qu'effectivement, moi, si j'étais à la place d'un gouvernement étranger, je pense que la tentation serait grande pour moi de mettre une petite porte dérobée quelque part, mais on l'a vu à plein d'endroits. Enfin, c'est normal. Enfin, je pense que les pays vous diront, mais c'est la raison d'État. On doit le faire pour se protéger. C'est comme les activités de renseignement. Ce n'est pas des activités sur lesquelles on communique beaucoup. Ce n'est pas les plus glamour, mais quel pays n'a pas de service de renseignement? Là, ce sera la même chose. Et donc, comment est-ce que nous, de façon, mais c'est vraiment de la réelle politique, on se protège de ça et on se donne les moyens. Quel parfum, en fait. Exactement. Peut-être en conclusion, mais qui rejoint un peu celle-là, il y avait une question de Sabine Boisset, une question à l'homme d'église que vous êtes. Comment l'Église voit la technologie? Comme un accélérateur de progrès social ou comme un risque de déshumanisation? Un danger de fracture numérique? Pour moi, et je pense que c'est un peu la vision, je ne peux pas parler au nom de toute l'Église, même si je suis expert auprès du Saint-Siège, je pourrais demander au Saint-Père ce qu'il en pense. Mais, la prochaine fois. La prochaine fois, voilà, c'est ça. Mais je crois savoir un petit peu quand même. Voilà, pour différentes raisons. Mais ce que je dirais, c'est la technologie, dans bien des cas, c'est un peu comme un rocket pack. Vous savez, ces sacs à dos fusées qui ont été très à la mode, enfin, qu'on essaie un peu toujours de développer depuis les années 50. C'est-à-dire que ça vous permet d'aller très vite quelque part. Le problème, c'est que si vous visez dans la bonne direction, vous allez très vite à votre destination. Si vous visez à côté, vous allez très vite dans le mur. Et je pense que c'est ça, peut-être, à la fois l'immense, on va dire, avantage de la technologie, c'est de nous permettre de déployer, de mettre à l'échelle et d'aller beaucoup plus vite quelque part. On a vu l'émergence d'une classe moyenne dans plein de pays, notamment dans les pays émergents, depuis 20 ans, grâce au déploiement de ces technologies. Et en même temps, si on pointe dans la mauvaise direction, elle peut, on va dire, nous faire nous écraser contre le mur sans qu'on ait le temps de réagir. Donc voilà, je pense qu'elle nous pousse à être beaucoup plus prudents dans chacune de nos décisions et de faire beaucoup plus attention. Une question anonyme. En amont, qui a la responsabilité de bâtir les valeurs d'une entreprise et quel est le meilleur chemin pour y parvenir puis pour les diffuser? Alors c'est aussi une très bonne question. Là, c'est vraiment une réponse de mon point de vue personnel. Mais comme je disais que pour moi, une entreprise, c'est avant tout un groupe humain. Même si ce n'est pas une démocratie, donc ce n'est pas forcément une coopérative, on ne va pas faire voter les gens, mais je pense qu'un processus de concertation à tous les niveaux et régulier favorise l'émergence de ces valeurs et de ce socle commun. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Dès le début, il ne faut pas donner aux gens des options. Est-ce que vous êtes pour ou contre ça? Est-ce que vous allez accepter ou pas d'utiliser telle technologie, par exemple? Il s'agit vraiment de bâtir quelque chose ensemble. Et ça, je pense que ça soude, ça structure beaucoup l'entreprise. Ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Les structures du dialogue social telles qu'elles sont conçues, qui sont quand même des structures de l'ordre de la tension, c'est en gros, le patron a un pouvoir, donc on donne un contre-pouvoir aux salariés, ça ne fonctionne pas. Et on voit que ce dialogue social, il s'est peut-être un peu bloqué sur un certain nombre de choses. Et la représentativité actuelle des syndicats, malheureusement, montre que peut-être qu'à un moment, ça s'est enquisté. Et il faut un peu trouver d'autres modes de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement, finalement, beaucoup plus lean, beaucoup plus coopératif, beaucoup plus agile aussi. Il ne faut pas hésiter à tester des trucs dans une entreprise. On teste, on ose et on sait qu'on va débriefer et on sait que si ça ne marche pas, on va l'arrêter. Donc on va oser le faire. C'est ça qui va nous permettre petit à petit de bâtir ces valeurs, de les faire vivre, de les mettre en œuvre. Et moi je dirais plus que de les communiquer, c'est de les mettre en œuvre. L'idée, ce n'est pas tellement ensuite de faire en sorte que ça apparaisse dans tous les journaux internes, sur l'intranet de la boîte, sur le réseau social de la boîte. Ce n'est pas tellement ça. C'est que les gens les fassent leurs. Et qu'à un moment, je pense par exemple à une entreprise, alors je ne citerai pas le groupe parce que c'est malheureusement un exemple un peu négatif, on discutait avec des membres de COMEX et puis un collaborateur qui n'est pas du tout membre du COMEX dit « Ah oui, on a eu tel problème avec tel produit », un truc
terrifiant, au fond. Tout le monde fait gast. Et puis, il dit, ah oui, mais heureusement, c'est remonté jusqu'au COMEX, et puis, ou à la direction générale, et puis la direction a bloqué. Et puis là, un membre du COMEX qui lève la main, il dit, mais il a fallu que ça remonte à la DG pour que ce soit bloqué, ce truc-là. Mais il n'y a personne avant qui s'est dit, mais c'est foireux. Et en fait, je pense que la grande chance d'une entreprise qui fonctionne de façon éthique, c'est qu'à tous les niveaux, le développeur, l'employé, le contremaître, tout le monde partout va se dire, ah mais non, il y a un truc qui bloque. Et ça évite les Dieselgate, et ça peut épargner des milliards. L'entreprise éthique, elle existe déjà ou pas encore, telle que vous évoquez là? Alors, elle existe de façon incoative, c'est-à-dire elle existe en germe à un certain nombre d'endroits, c'est-à-dire qu'on voit un certain nombre de dirigeants d'entreprises, là aussi je ne citerai pas de nom pour ne pas faire de pub, hein, mais un certain nombre de dirigeants d'entreprises qui font de vrais efforts et pour collaborer de façon assez étroite avec un certain nombre de très grandes entreprises de la Silicon Valley ou de San Francisco qui font régulièrement la une des journaux, je dirais que je vois des cultures d'entreprise très différentes et que certaines ont vraiment fait le choix de considérer l'humain en premier. Et ça se voit de plein de façons différentes. L'apport qu'ils font aux politiques de logement, par exemple, de la ville, pour éviter qu'il y ait des sans-abri, enfin, plein de choses comme ça. Et on voit que ça existe déjà. Et en Europe et en France, on le voit régulièrement. Et puis d'autres qui se sont un peu laissés distancer par ça, pour différentes raisons, et qui ont intérêt à très très vite rattraper les choses, parce que quand on traite, je pense que les externalités qu'on doit prendre en compte, elles s'étendent progressivement. Et ça, on le voit parce qu'en fait, l'opinion publique prend de plus en plus en compte, ah oui, mais tiens, où est-ce que c'est fabriqué, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont malmenés dans la chaîne de production quelque part, etc. Et ça, on voit que c'est des choses qui sont de plus en plus prises en compte. Et en fait, l'entreprise qui anticipe ça, et qui est vraiment proactive au niveau éthique, elle a le temps de mettre en œuvre dans son processus d'innovation les bonnes décisions, d'aller chercher la bonne matière, le bon fournisseur, etc. Et tout ça, ça lui permet d'être toujours en avant par rapport aux difficultés, alors que, de fait, l'entreprise qui ne prend pas ça en compte, elle se trouve toujours poussée par derrière, elle donne toujours l'impression d'être à la fois un bad guy, et en même temps, ça lui coûte plus cher parce que tout se fait au dernier moment. Merci beaucoup, Eric. C'était passionnant. Merci à vous. Marie, it's yours. Oui, merci beaucoup, Eric, pour cet éclairage absolument inspirant. Beaucoup d'éclairage à la fois fondamental, mais aussi pragmatique. Moi, je retiens parmi voilà, vos éléments et vos propos, repenser notre maturité à la technologie, notre lien à la technologie, voilà, qui fait bien la différence entre ce que c'est qu'une connexion et ce que c'est qu'un lien vivant. Comprendre aussi nos vues pour être voilà, acteur demain des décisions que l'on prend en vertu de valeurs et non pas seulement en décrétant des propos un peu désincarnés. Donc moi j'aime beaucoup voilà, l'absolue nécessité que vous avez mise en relief voilà, de bâtir ensemble, hein, d'être animé par cet esprit voilà, un peu plus inclusif, coopératif pour bâtir ensemble, donc par l'humain, pour l'humain. Donc en tout cas, merci infiniment pour vos propos. Voilà, ça va nous nourrir pas mal de temps. Je pense que ça induit beaucoup de réflexion. On va avoir même maintenant un peu de mal à revenir à des choses beaucoup plus prosaïques. Voilà, mais en tout cas, c'était assez essentiel que l'on puisse voilà, s'interroger pendant cette heure. On poursuivra la semaine prochaine sur la technologie avec nos écosystèmes d'alliance. Et là aussi, on verra à quel point on est interconnectés les uns les autres et à quel point travailler ensemble avec des partenaires nécessite de choisir ses partenaires et nécessite de définir voilà, un peu d'affectio societatis commun, des valeurs communes pour pouvoir bien porter toujours nos valeurs, quelles que soient les personnes qui nous accompagnent. Merci à vous tous d'avoir suivi cette conférence assez inédite et très privilégiée. Voilà, merci Alban d'avoir orchestré ces questions-réponses. Eric, encore une fois, au nom de nous tous, un immense merci. Très bonne semaine à vous tous.